Jack l'Éventreur, le mystérieux tueur en série dont l'identité est restée longtemps un mystère. Jusqu'à présent. En effet, l'ADN prélevé sur un châle retrouvé sur les lieux d'un de ces crimes correspond à 100% à celui de Jack l'Éventreur. Pendant plus d'un siècle, Jack l'Éventreur n'est resté qu'un cauchemar sans identité. Les suspects se sont succédés, les preuves se sont estompées et Londres a gardé son secret. Aujourd'hui, après 138 ans, un nom a refait surface grâce à des indices longtemps ignorés, changeant la façon dont l'histoire perçoit ces crimes. Alors, qui était Jack l'Éventreur? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette histoire d'horreur. Un mystère sanglant. À la fin de l'année 1888, des événements terribles commencèrent à se produire dans le quartier animé de Whitechapel, dans l'est de Londres. Depuis longtemps, les habitants des beaux quartiers londoniens entendaient des rumeurs concernant Whitechapel. Ils savaient que le quartier était un dédale de rues étroites et de ruelles sombres, peuplé de gens qui luttaient pour survivre. Les familles vivaient dans des pièces minuscules. Nombreux étaient ceux qui dormaient à 2 ou 3 dans un même lit, et le travail était rare. La pauvreté était omniprésente. La violence, les vols et les maladies étaient monnaie courante. Nombre de femmes se sont prostituées, faute d'autres moyens de subsistance. Le matin du 31 août 1888, un événement se produisit qui allait bouleverser l'Angleterre et, plus tard, le monde entier. Un ouvrier du quartier, Charles Cross, se rendait à son travail avant l'aube. Il aperçut un paquet dans un porche sombre de Bucks Row. Au début, il crut que c'était un morceau de tissu ou quelque chose que quelqu'un avait jeté. Mais en s'approchant, il vit que c'était une femme. Elle était sans vie. Elle s'appelait Marianne Polly Nichols. Sa gorge avait été tranchée et son corps portait d'autres traces de violence. La vue de son cadavre semait la terreur à Whitechapel. Ce meurtre n'était pas un cas isolé. Au cours des 2 mois suivants, plusieurs autres femmes ont été retrouvées mortes dans des circonstances similaires. Le 8 septembre, le corps d'Annie Chapman a été découvert dans une cour de la rue Hanbury. Elle présentait de profondes entailles au cou et des blessures sur tout le corps. Le 30 septembre, 2 femmes ont été retrouvées mortes la même nuit à quelques minutes d'intervalle. Elizabeth Stride, dans une cour près de Burner Street, et Catherine Eddowes à Mitre Square. Finalement, le 9 novembre, le corps de Mary Jane Kelly fut retrouvé dans une petite pièce du Trays Miller's Court. Il avait été atrocement mutilé. Ces 5 décès étaient liés d'une manière qui provoqua une vive émotion à Londres. Les femmes avaient toute la gorge tranchée et, dans la plupart des cas, le tueur avait également mutilé leur corps. Ces actes n'étaient pas ordinaires. Ils révélaient une violence et une précision qui laissaient penser que l'auteur de ces crimes possédait des connaissances suffisantes sur le corps humain pour faire plus que simplement ôter une vie. Certains experts de l'époque pensaient que le tueur avait peut-être une certaine expérience en découpe de viande, voire des connaissances médicales de base. Comme ces meurtres se sont produits à peu près au même moment et au même endroit, et que l'agresseur n'a pas été appréhendé, la police et le public ont commencé à parler d'un seul et même individu. Cependant, à cette époque, il n'existait pas de méthode scientifique moderne permettant d'identifier un coupable. Aucune empreinte digitale, aucun ADN, aucun moyen rapide de relier les indices n'ont été utilisés lors des enquêtes. La police devait se fier aux témoins oculaires et à de simples observations, souvent dans la pénombre, dans des rues inconnues, et face à des habitants terrifiés. Même lorsque des personnes apercevaient des individus suspects ou étranges, il était difficile pour les policiers d'approfondir l'enquête et d'établir un lien concret. Donc la presse, les journaux ne se sont pas contentés de rapporter ces crimes. Ils les ont sensationnalisés. Les journalistes ont publié des titres à sensation et des descriptions dramatiques de chaque scène de crime. Ils voulaient plus de lecteurs et semer la peur. Ce genre de reportage renforçait le sentiment de pouvoir du tueur.
Nombreux étaient ceux qui, à Londres, ne se sentaient plus en sécurité dans les rues la nuit. Même en journée, les mères gardèrent leurs enfants près d'elles. La ville était d'ordinaire animée, pleine de bruit et de mouvement. Mais à Whitechapel, après chaque meurtre, de longues périodes de peur s'installèrent, durant lesquelles les gens n'osaient plus sortir de chez eux. Pendant cette période, la police a commencé à recevoir un étrange mélange de lettres. Certaines provenaient de personnes affirmant connaître l'identité du coupable. D'autres allaient plus loin, prétendant avoir été écrites par le tueur lui-même. Une lettre, en particulier, est devenue célèbre. Elle était signée Jack l'Éventreur. Qu'elle soit authentique ou qu'il s'agisse d'un canular cruel, ce nom a captivé l'attention de tous. Les journaux l'ont publié sans cesse. Soudain, le tueur avait un nom, même si personne ne savait s'il était réel. Le nom de Jack l'Éventreur s'est rapidement répandu à travers Londres, puis dans le monde entier. Malgré toute cette attention, malgré des centaines d'interrogatoires et des milliers de questions posées, personne n'a été arrêté ni placé en garde à vue. Les enquêteurs ont travaillé jour et nuit. Ils ont demandé aux témoins d'examiner des portraits robots d'hommes suspects. Ils ont tenté de relier les empreintes de pas, les taches de sang et les conversations. Ils ont interrogé des criminels connus et des personnes ayant des antécédents de violence. Pourtant, aucune preuve tangible n'a permis d'inculper qui que ce soit. À cette époque, les forces de police n'étaient pas les unités modernes et hautement qualifiées que l'on imagine aujourd'hui. Le service des enquêtes criminelles existait depuis moins de 50 ans. Nombre d'agents apprenaient encore les méthodes systématiques de résolution des crimes. Faute de communication rapide, d'outils scientifiques et face à une avalanche de fausses pistes, l'enquête s'enlisa. La population locale, exaspérée, voire en colère, manifesta devant le commissariat pour exiger des réponses, tandis que d'autres murmuraient que la police était tout simplement incompétente. Pendant ce temps, la vie à Whitechapel suivait son cours. Derrière les portes closes, les familles s'efforçaient de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Mais dehors, dans les rues étroites où la lumière des lanternes filtrait à peine, on craignait qu'une nouvelle horreur ne survienne à tout moment. Lorsque la série de meurtres cessa aussi brutalement qu'elle avait commencé, la stupéfaction fut générale. Pourtant, des années plus tard, les archives de la police désigneraient ces crimes sous le nom de « meurtre de Whitechapel », et les historiens parleraient des 5 meurtres liés entre eux comme des « 5 canoniques », les tragédies centrales qui définissent la légende de Jack l'Éventreur. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Un suspect sous nos yeux. Dans le mystère persistant de Jack l'Éventreur, un étrange morceau de tissu occupait une place centrale dans un nouveau chapitre. Il s'agirait d'un châle taché de sang et de sperme, découvert il y a plus d'un siècle près d'une des victimes. En 2007, un homme du nom de Russell Edwards l'a acquis aux enchères, persuadé qu'il recèle des secrets de la nuit du crime. C'est cet objet qui, plus tard, a servi de base à une affirmation audacieuse. La science moderne de l'ADN aurait enfin permis d'identifier le meurtrier. Le châle aurait été retrouvé près du corps de Catherine Eddowes, l'une des 5 femmes assassinées en 1888 dans le quartier londonien de Whitechapel. Dans les rapports de police de l'époque, aucun châle ne figure parmi les éléments de preuve recueillis sur les lieux du crime, mais selon la tradition familiale, un policier l'aurait ramassé et offert à sa femme. La véracité de cette histoire allait être mise en doute pendant des années. Au début des années 2010, Edwards contacta un scientifique, le docteur Jari Louhilainen, biologiste moléculaire. Louhilainen et son équipe analysèrent le tissu à l'aide de nouvelles méthodes permettant d'extraire de l'ADN ancien à partir de fragments très endommagés et infimes. Selon Edwards, les analyses ont révélé la présence de sang appartenant à Eddowes et d'ADN provenant de sperme retrouvés sur le châle. Le plus important pour Edwards était que ce second échantillon d'ADN
correspondent à celui d'un descendant moderne d'Aaron Kosminski, un homme qui avait été suspecté lors de l'enquête initiale sur Jack l'Éventreur. Kosminski était un immigrant polonais qui vivait dans l'East End de Londres à l'époque des meurtres. Il travaillait comme barbier et avait attiré l'attention de la police en 1888. Les détectives l'avaient un temps considéré comme suspect, mais faute de preuves, il ne fut jamais inculpé. Des années plus tard, il fut interné dans un hôpital psychiatrique et y décéda en 1919. Edwards et Luigi Lennon ont utilisé un type d'ADN appelé ADN mitochondrial, ADNMT, pour comparer le matériel présent sur le châle à celui de personnes vivantes. L'ADN mitochondrial est transmis uniquement par la mère. Il est donc moins spécifique que d'autres types d'ADN, mais il peut néanmoins révéler des liens de parenté. Dans ce cas précis, des échantillons prélevés chez un descendant de Catherine Eddowes ont été comparés à l'ADN des taches de sang sur le châle, et une correspondance a été établie, ce qui rend probable que le sang provienne d'Eddowes elle-même. L'équipe a ensuite comparé l'ADN des taches de sperme à celui d'une femme descendante de la sœur de Kosminski. Ils ont rapporté une correspondance à 100% pour un brin d'ADN et à 99,2% pour un autre. Pour Edwards et certains de ses partisans, cela signifiait que l'ADN d'Erin Kosminski se trouvait sur le même morceau de tissu que le sang d'Eddowes et qu'il avait donc forcément été avec elle au moment de son décès. Pour eux, il s'agissait d'une preuve accablante désignant Kosminski comme le meurtrier. L'histoire de l'extraction de l'ADN est remarquable en soi. Les scientifiques ont utilisé l'imagerie infrarouge et l'analyse microscopique pour identifier les traces. Ils ont découvert des taches sombres ressemblant à des projections de sang artériel. Cela correspond à la façon dont le corps d'Eddowes a été retrouvé, avec une profonde entaille à la gorge. Sous lumière ultraviolette, certaines de ces taches présentaient des caractéristiques pouvant correspondre à du sperme. À partir de ces fragments de tissus anciens et abîmés, Llewellyn a pu extraire de minuscules fragments de matériel génétique. Le processus de comparaison s'est avéré encore plus inhabituel. Comme Erin Kosminski n'avait pas d'enfant, il n'existait aucune lignée directe avec laquelle effectuer la comparaison. Les chercheurs ont alors découvert une parente de sexe féminin, issue de la lignée de sa sœur. En analysant son ADN mitochondrial et en le comparant aux échantillons prélevés sur le châle, les scientifiques ont pensé avoir établi un lien génétique entre Kosminski et les preuves. L'affirmation selon laquelle Kosminski serait l'auteur des crimes de Jack l'Éventreur a fait la une des journaux, certains médias rapportant que l'ADN avait enfin résolu le mystère après plus d'un siècle. Certains articles ont même qualifié les résultats d'incontestables, suscitant l'enthousiasme de ceux qui attendaient une avancée majeure depuis des décennies. Cependant, l'interprétation et la méthodologie des tests n'ont pas fait l'unanimité. Des scientifiques ont fait valoir que l'ADN mitochondrial ne permet pas d'identifier un individu de manière univoque, car plusieurs personnes sans lien de parenté peuvent présenter le même profil d'ADNMT. Une autre question importante était de savoir si le châle lui-même faisait réellement partie de la scène de crime de 1888. Certains experts ont avancé que l'objet n'avait peut-être même pas appartenu à Eddowes, soulignant que la liste officielle de ses effets personnels ne mentionnait pas de châle. De plus, le tissu aurait pu être contaminé au fil des années, voire des décennies, passant entre de nombreuses mains avant d'être analysé par des scientifiques. Cela a soulevé de sérieuses questions quant à l'origine de l'ADN. Provenait-il réellement du lieu du crime ou d'un contact ultérieur? Ces doutes n'ont pas empêché les médias de qualifier cette découverte de révélation.
Dans certains endroits, les titres annonçaient que l'identité du tueur avait été révélée après des décennies et mentionnaient nommément Kosminski, un coiffeur polonais qui avait autrefois vécu dans les rues où les meurtres avaient eu lieu. Mais tandis que l'enthousiasme grandissait, des questions plus profondes persistaient quant à la véracité des origines du châle, aux limites de l'analyse ADN ancienne et à la possibilité qu'une correspondance sur un tissu ancien puisse véritablement identifier un meurtrier. Et, dans l'ombre de ce débat, une question glaçante demeure. La réponse serait-elle plus proche qu'on ne le pense? La légende d'Aaron Kosminski. Aaron Kosminski, l'un des noms les plus souvent évoqués dans la longue histoire de Jack l'Éventreur. Il n'est pas un nouveau venu dans les discussions sur l'Éventreur. Pendant plus d'un siècle, enquêteurs, historiens et criminologues ont étudié sa vie et ses actes, car son profil correspond à de nombreux détails que la police de l'époque jugeait importants. De nombreux documents anciens, notamment des notes de police et des rapports manuscrits, montrent que Kosminski était considéré comme un suspect sérieux par les enquêteurs chargés de l'affaire. Aaron Kosminski est né le 11 septembre 1865 à Kładowa, en Pologne, qui faisait alors partie de l'Empire russe. Juif, il avait, comme beaucoup de familles juives de l'époque, quitté la Pologne avec sa famille pour échapper aux pogroms, ces violentes attaques perpétrées contre les communautés juives. Sa famille arriva en Angleterre au début des années 1880 et s'installa dans l'East End londonien, un quartier surpeuplé, à Whitechapel ou à proximité, où vivaient de nombreux immigrés. À Londres, Kosminski travailla comme coiffeur. Ce métier lui permettait de rester dans son quartier et de coiffer les clients de son salon. Whitechapel regorgeait alors de petits commerces de ce genre. Tailleurs, bouchers, cordonniers, coiffeurs, tous situés à 2 pas des ruelles sombres et des rues animées où Jack l'Éventreur sévissait. En 1894, un haut responsable de la police, Sir Melville Macnaghten, rédigea un rapport secret sur l'enquête concernant l'Éventreur. Dans ce rapport, il a nommé 3 hommes qu'il considérait comme les suspects les plus probables. L'un d'eux était Kosminski. Macnaghten a déclaré que cet homme vivait dans le quartier de Whitechapel au moment des faits et qu'il pouvait présenter les tendances dangereuses nécessaires pour les commettre. Un autre policier impliqué dans l'enquête initiale était Sir Robert Anderson, alors commissaire adjoint de la police métropolitaine de Londres. Dans ses mémoires, Anderson laissa entendre que la police avait identifié un suspect dans l'affaire Jack l'Éventreur, affirmant que quelqu'un l'avait reconnu sans hésiter dès qu'il l'avait rencontré. Selon Anderson, le suspect était un juif polonais, ce qui correspondait à la description de Kosminski dans les dossiers de Macnaghten. Le nom Kosminski, tel qu'il apparaît dans les premiers rapports de police, ne comportait pas de prénom. Ce n'est que bien plus tard, des décennies après les meurtres, que les chercheurs ont établi le lien entre ce suspect et Aaron Kosminski, car il était le seul homme portant ce nom de famille et correspondant à la description figurant dans les archives de la police londonienne de l'époque. La vie de Kosminski n'a pas été facile. En 1890, des rapports indiquaient que son comportement était inquiétant. Il agissait étrangement et fut interné à plusieurs reprises dans des hospices locaux, institutions accueillant les personnes pauvres et mentalement instables. En 1891, il fut déclaré aliéné et officiellement interné à l'asile de Colney Hatch, l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Angleterre à l'époque. Son dossier médical, datant de son séjour à l'asile, révèle que Kosminski souffrait de graves troubles mentaux. Il entendait des voix et était sujet à des délires paranoïaques. Il refusait souvent de s'alimenter, sauf si les aliments étaient préparés d'une certaine façon, et évitait de se laver et de prendre soin de son hygiène personnelle. Un rapport le décrivait comme mangeant des morceaux de pain trouvés dans le caniveau
et buvant l'eau directement du robinet au lieu de prendre de vrais repas. Ces comportements révélaient une rupture grave avec la pensée et les habitudes normales. Kosminski fut ensuite transféré à l'asile de Leavesden en 1894, où il passa le reste de sa vie. Il y décéda le 24 mars 1919. Cela signifie qu'il vécut encore 28 ans après la fin des meurtres de Whitechapel et bien après que la tension policière se soit estompée à son sujet. Son séjour en hôpital psychiatrique a largement influencé la façon dont l'histoire le perçoit. Dans les asiles, les médecins ont noté que Kosminski était indolent, apathique, morose et souvent incohérent. Il lui arrivait de menacer les autres patients, notamment en s'emparant d'une chaise et en menaçant sa propre sœur avec un couteau. Cependant, les rapports officiels indiquent qu'il n'était pas considéré comme dangereux pour les autres patients, ce qui remet en question l'hypothèse qu'il aurait pu commettre les meurtres brutaux de Jack l'Éventreur. Un autre détail troublant des archives policières concerne un témoin qui a vu un homme agresser une femme dans la rue juste avant son meurtre. D'après les notes qui nous sont parvenues, le témoin a reconnu cet homme comme étant juif et a ensuite refusé de témoigner, car l'agresseur était lui aussi juif, et le témoin ne voulait pas être tenu responsable de son exécution. De nombreux chercheurs pensent que l'homme qu'il a vu était Aaron Kosminski, bien que son prénom ne figure pas dans les anciens registres de police. Par ailleurs, certains ont souligné que les dossiers relatifs à sa maladie mentale et à son comportement ne font état d'aucune preuve manifeste de violence envers autrui en dehors de l'asile. Il a passé des années en institution, loin des rues de Whitechapel, et aucun meurtre ni acte de violence grave n'a été recensé à son encontre durant cette période. Dès lors, la question se pose. Même si Kosminski souffrait de troubles mentaux, cela signifie-t-il qu'il aurait pu être l'auteur des massacres de femmes dans les rues de Londres? En raison de ces éléments contradictoires, Aaron Kosminski demeure l'un des suspects les plus controversés dans l'affaire Jack l'Éventreur. Malgré toutes les pages consacrées aux dossiers de police, aux témoignages, aux registres hospitaliers et aux lettres anciennes, une réalité demeure incontestable. Aucune preuve formelle n'a jamais établi de lien entre Kosminski et les meurtres au moment des faits. Le dossier à son nom n'a jamais suffi à clore l'affaire en 1888, ni à engager des poursuites contre lui. Pourtant, cela n'a pas suffi à étouffer l'affaire. Appels à une enquête officielle. Début 2025, plus de 130 ans après les crimes commis dans l'East End londonien, un nouveau chapitre s'ouvre dans la longue histoire de Jack l'Éventreur. Cette fois, il ne s'agit ni d'empreintes digitales anciennes, ni de carnets de police. Il s'agissait de la demande d'une nouvelle enquête judiciaire, une véritable investigation de type judiciaire sur l'un des meurtres. Cette demande faisait suite à des affirmations selon lesquelles la science moderne aurait apporté de nouveaux indices sur l'identité du meurtrier. L'idée de rouvrir une affaire ancienne par le biais d'une enquête judiciaire est rare. Au Royaume-Uni, une enquête du coroner est différente d'un procès pénal. Il s'agit d'une procédure formelle menée par un coroner, un officier public chargé d'examiner les circonstances d'un décès et de déterminer ce qui s'est passé, comment et parfois qui en est responsable. Contrairement à un tribunal pénal, une enquête du coroner ne établit pas la culpabilité ou l'innocence, mais elle peut désigner une personne responsable d'un décès si les preuves sont suffisamment solides. La demande d'une nouvelle enquête sur l'affaire Jack l'Éventreur a été initiée par Russell Edwards, un chercheur renommé qui s'efforce depuis des années de prouver que Aaron Kosminski était le meurtrier. Edwards et d'autres estiment que des analyses ADN, effectuées sur un vieux morceau de tissu, supposément lié à l'une des victimes, désignent Kosminski comme coupable. Cependant, ces preuves ADN ne sont pas largement acceptées par la police ni par les tribunaux. En raison de ce lien ADN présumé,
Edwards et son équipe juridique ont demandé une nouvelle enquête sur le décès de Catherine Eddowes. Eddowes était l'une des 5 femmes dont les meurtres ont été attribués à Jack l'Éventreur en 1888. Edwards affirme que des analyses modernes démontrent que l'ADN retrouvé sur le châle appartient à la fois à Eddowes et à la famille de Kosminski, et que cette information constitue un nouvel élément de preuve qui devrait être examiné par une enquête officielle. Les demandes d'enquête ont été soutenues non seulement par Edwards, mais aussi par les descendants d'Eddowes et de Kosminski. Parmi les figures de proue de ce mouvement figure Karen Miller, apparentée à Eddowes. Elle a témoigné publiquement de l'impact persistant du long silence qui entoure la mort de son ancêtre sur les familles. Elle a déclaré que nommer le véritable responsable, dans un cadre légal, serait une forme de justice pour les victimes qui n'ont jamais eu droit à un procès ni à de véritables réponses. Miller a confié aux journalistes que le nom tristement célèbre de Jack l'Éventreur est devenu plus connu que les femmes elles-mêmes. Elle a ajouté que l'on a oublié que ces femmes étaient des personnes réelles, avec des familles. Elle souhaite une enquête pour identifier officiellement le meurtrier, afin que l'histoire reflète la vérité et non un simple surnom terrifiant. Les descendants de Kosminski soutiennent également cette demande. Si Kosminski est bien la personne identifiée sur les preuves ADN, affirme-t-il, le monde mérite de connaître la vérité. Cependant, la procédure d'ouverture d'une enquête est complexe. Au Royaume-Uni, la réouverture d'une enquête sur un décès survenu il y a longtemps requiert l'autorisation spéciale du procureur général. 2 ans auparavant, une précédente tentative de réouverture de l'affaire Jack l'Éventreur avait été rejetée par le procureur général. Les autorités ont déclaré à l'époque que les nouveaux éléments de preuve étaient insuffisants pour justifier une nouvelle enquête. Pour que leur requête aboutisse, Edwards et son équipe doivent convaincre les tribunaux de l'existence de nouveaux éléments de preuve significatifs susceptibles de modifier la compréhension de l'affaire. Le lien ADN, s'il est jugé fiable, pourrait constituer cet élément. Mais jusqu'à présent, les autorités policières n'ont pas jugé ces preuves ADN suffisantes pour identifier officiellement un meurtrier ni pour rouvrir une enquête formelle. Les journaux ont rapporté que la campagne en faveur d'une enquête a suscité l'intérêt du public et des médias. Partout dans le monde, ceux qui suivent cette affaire depuis des années ont observé avec attention l'ampleur de cette initiative juridique début 2025. Certains médias ont rapporté que les familles des 5 victimes connues soutiennent la demande d'enquête, y voyant un pas vers la restitution de leur nom et de leur histoire. Parallèlement, les discussions autour de l'enquête ont relancé l'intérêt du public pour les anciens dossiers de police et les documents historiques. Des chercheurs ont souligné la difficulté de prouver la fiabilité de preuves anciennes, notamment celles qui ont pu changer de main à de nombreuses reprises au cours du siècle dernier. De nombreux historiens et scientifiques ont affirmé à maintes reprises que même en présence d'ADN, il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il a été déposé sur les lieux du crime plutôt que d'y avoir été mélangé ultérieurement. Malgré les contestations judiciaires, les débats scientifiques et les interrogations des historiens, les familles persistent à réclamer justice et vérité. Elles estiment que ces questions restent sans réponse depuis bien trop longtemps. Ils pensent que les outils juridiques modernes, conjugués aux nouvelles découvertes scientifiques, pourraient enfin lever le voile sur un mystère vieux d'un siècle. Une question cruciale demeure. La vérité pourrait-elle enfin éclater si l'histoire elle-même pouvait être jugée à nouveau? Per contre, devenir une légende des médias. À cette époque, l'Angleterre était en pleine mutation. La loi sur l'enseignement élémentaire de 1880 imposait la scolarisation à la quasi-totalité des enfants. Grâce à cette loi,
un plus grand nombre de personnes savaient lire dès 1888. Les entreprises de presse ont également évolué. De nouvelles lois fiscales, adoptées dans les années 1850, ont permis de réduire le coût d'impression des journaux. Nombre d'entre eux étaient alors vendus pour seulement un demi-penny. Ils pouvaient ainsi toucher un large public ouvrier qui pouvait désormais s'informer par lui-même. L'un des journaux les plus populaires était l'Illustrated Police News. Ce journal publiait des articles sur des crimes violents, accompagnés de dessins saisissants. Ce fut l'un des premiers tabloïds à utiliser des photos choquantes et des titres à sensation pour vendre du papier. Durant l'affaire Jack l'Éventreur, il devint tristement célèbre pour sa couverture sensationnaliste. Au fur et à mesure que les meurtres se poursuivaient, les journaux se livraient une concurrence féroce pour vendre toujours plus d'exemplaires. Au plus fort de l'affaire, plus d'1 million de journaux relataient les meurtres chaque jour. Partout en Angleterre et au-delà, on lisait les articles sur ces crimes, on en discutait avec ses proches et on s'inquiétait de la suite des événements. Mais cette médiatisation massive avait un prix. De nombreux articles étaient faux. Certains journaux publiaient des suppositions hasardeuses comme s'il s'agissait de faits avérés. Les rumeurs et les ragots se propageaient rapidement et les histoires changeaient souvent d'un journal à l'autre. Au début, ils l'ont soupçonné d'être le meurtrier, malgré les déclarations de la police selon lesquelles il n'existait aucune preuve à son encontre. Il a été arrêté, puis rapidement relâché une fois ses alibis confirmés. La police, et plus particulièrement le département des enquêtes criminelles, CID, a gardé secret de nombreux détails de son enquête. Cela ne fit qu'accroître la frustration des journalistes. Ils inondèrent sur les journaux d'articles relatant ce qu'ils croyaient être les événements. Certains reportages attisèrent net même la peur et la haine envers les résidents juifs et étrangers de la région, bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer ces allégations. Dans ce contexte chaotique surgit une lettre intitulée « La lettre au cher patron ». Adressée à une agence de presse, elle était signée Jack l'Éventreur. Le nom de Jack était familier au public grâce au récit concernant un autre personnage mystérieux, Jack au Talon Resort, capable, dit-on, de franchir les murs d'un bond et de terroriser les gens. Après la publication de la lettre, la presse et le public s'emparèrent du nom de Jack l'Éventreur. Et l'idée d'un tueur unique, surnommé ainsi, devint un lieu commun médiatique. Des meurtres commis ultérieurement dans d'autres villes reçurent des noms similaires, comme l'étrangleur de Boston ou l'éventreur du Yorkshire. Le fait que ces meurtres aient eu lieu dans un quartier très pauvre de Londres attira également l'attention sur les conditions de vie déplorables de l'East End. Les rues, un groupe, avec le temps, les meurtres cessèrent. Malheureusement, la police ne résolut jamais l'affaire. L'absence de réponse et la couverture médiatique sensationnaliste firent de Jack l'Éventreur une légende plutôt qu'un simple cas criminel. Écrivains, artistes et, plus tard, cinéastes se sont inspirés de cette histoire pour explorer la peur, la violence et le mystère. Au cours des décennies suivantes, Jack l'Éventreur est devenu bien plus qu'un simple fait divers. Dans les années 1960, il était souvent représenté comme un gentleman élégant, coiffé d'un haut de forme, et non plus comme un simple tueur de rue. Les écrivains ont mêlé son image à d'autres symboles de l'horreur, l'intégrant ainsi à la culture populaire mondiale. Livres, films, pièces de théâtre et jeux mettant en scène Jack l'Éventreur ont vu le jour partout dans le monde. Plus d'une centaine d'ouvrages documentaires ont été consacrés à cette affaire, et des passionnés étudient même les meurtres sous l'appellation de ripérologie. De nos jours, l'histoire de Jack l'Éventreur continue de fasciner. En 2015, le musée Jack l'Éventreur a ouvert ses portes dans l'est de Londres. Il reconstitue les rues et les lieux des meurtres. Mais de nombreuses personnes ont protesté. Elles estimaient que cela transformait la mort de femmes réelles en spectacle et ignorait la véritable histoire de la vie ouvrière dans l'East End. Pourtant, la légende reste tenace
et des milliers de visiteurs arpentent les mêmes rues où les meurtres ont eu lieu il y a plus d'un siècle. Que pensez